Pasadena, Californie, 21 octobre 1965. 3h45 du matin. Le téléphone sonne. Un homme, encore dans son lit, décroche. Il a 47 ans, les cheveux bruns, un léger sourire aux lèvres, même à moitié endormi. Il s'appelle Richard Feynman. Au bout du fil, un journaliste d'ABC News. Le journaliste annonce « Monsieur, vous venez de remporter le prix Nobel. » Feynman répond « Je ne viendrai pas. Dites-leur que je ne viendrai pas. » 5 mots. Il se retourne. Il se rendort. Or, voici ce que presque personne ne vous dit à propos de cette histoire. Car le titre prétend qu'il a refusé le prix Nobel, et c'est un appât. La vérité est plus crue. Il ne l'a pas refusé formellement. Il a essayé. On l'en a dissuadé. Un collègue de Caltech lui a dit « Richard, si tu refuses, le cirque médiatique sera encore plus grand que si tu acceptes. » Alors il a accepté. Il est allé à Stockholm. Il a empoché les 55 000 $, partagés en 3 avec 2 autres hommes. Ces 2 hommes étaient Shinichiro Tomonaga, du Japon, et Julian Schwinger, de Harvard. Tous 3 avaient résolu indépendamment le même problème fondamental de la physique quantique. Tous 3 méritaient le prix. Feynman les respectait tous 2. Là n'était pas la question. La question n'a jamais concerné les hommes. La question était la médaille elle-même. Mais le mot qu'il employait jusqu'à la fin de sa vie, chaque fois qu'on l'interrogeait à ce sujet, un seul mot à chaque fois, inutile. Et la raison pour laquelle il répétait sans cesse ce mot est celle pour laquelle je vous invite à continuer à regarder. Car l'homme qui a failli refuser la plus prestigieuse récompense scientifique n'était pas difficile, il n'était pas ingrat, il avait compris quelque chose sur les honneurs, les titres et tout le système du prestige que la plupart des gens ne comprennent jamais de leur vie. Et une fois qu'on l'a compris, on ne peut plus l'oublier. 16 ans après cet appel téléphonique, Feynman accorda une interview à la BBC. Le producteur l'interrogea sur le Nobel et il prononça, devant la caméra, les mots qui allèrent devenir le fil conducteur silencieux du reste de son existence. Le prix Nobel en valait-il la peine ? J'ai dit, il a dit, je ne vois pas en quoi le fait que quelqu'un de l'Académie suédoise décide que ce travail est suffisamment noble pour recevoir un prix est pertinent. J'ai déjà reçu le prix. Musique. Le prix, c'est le plaisir de la découverte, l'exaltation de la découverte, le constat que d'autres personnes l'utilisent. Voilà ce qui compte vraiment. Les honneurs sont irréels à mes yeux. Les honneurs sont irréels à mes yeux. Réfléchissez-y un instant. La plus prestigieuse récompense scientifique qui lui a été décernée pour des travaux réalisés en 1948 et 17 ans plus tard à la télévision, un homme qualifie tout cela d'irréel. Ce n'est pas de la modestie. La modestie dirait « je ne le mérite pas ». Feynman ne disait pas cela. Il disait quelque chose de plus profond. Il disait que la catégorie elle-même était une mascarade. Toute cette idée de décider que le travail d'une personne mérite une médaille et celui d'une autre non. Mais d'où vient cette conviction ? Parce qu'on ne se réveille pas un matin à 47 ans en se disant que le prix Nobel est irréel. Une telle vision a des racines, et pour les trouver, il faut remonter le temps. Non pas à 1965, mais au quartier de la confection new-yorkais des décennies plus tôt, dans une petite boutique d'uniformes appartenant à un certain Melville. Melville Feynman était le père de Richard. Il n'était pas scientifique. Il n'avait pas fait d'études supérieures. Il vendait des uniformes de groom, des uniformes de policiers, des uniformes de pompiers, et il avait une observation sur son commerce, une observation qu'il a transmise à son fils à plusieurs reprises. Il disait « Regarde le pape, enlève-lui le chapeau, enlève-lui sa robe, enlève-lui son anneau. Il ne reste qu'un homme ordinaire, comme n'importe qui d'autre dans la rue. C'est le chapeau qui fait de lui le pape, pas l'homme qu'il porte. » Melville vendait des chapeaux. Alors, Melville savait, et il a enseigné à son fils « Ne confonds jamais le costume avec la personne. Ne confonds jamais les épaulettes avec l'homme qui les porte. » Voilà le germe. Et chaque fois que Richard Feynman a refusé une distinction, il entendait la voix de son père. Mais ce n'était pas qu'une simple leçon d'enfance. Feynman s'y est conformé, décennie après décennie. Et ce schéma se met en place plus tôt qu'on ne le croit. Voici le premier exemple. 1934, il a 16 ans. Lycée Far Rockaway, dans le Queens, à New York. L'établissement possède une société d'honneur, Arista. Les meilleurs élèves y sont invités.
Feynman en fait partie. Tout le monde sait qu'il est le plus brillant de l'école. Il s'y inscrit donc, et en quelques réunions, il comprend la véritable nature d'Arista. L'activité principale de cette société d'honneur consiste à se réunir dans une salle et à voter pour désigner les élèves dignes d'en faire partie. C'est tout. C'est l'essentiel. Alors, il démissionne. Il a 16 ans. Il renonce à la plus haute distinction qu'un élève puisse recevoir dans ce lycée, car il a déjà fait le calcul. Un groupe dont le seul but est de dire aux autres qu'ils ne sont pas à la hauteur n'est pas un groupe dont il souhaite faire partie. Imaginez un peu ce jeune homme de 16 ans quittant la réunion de la société d'honneur. Et faisons un bond de 30 ans. Feynman, la quarantaine, est professeur titulaire à Caltech et est élu à l'Académie nationale des sciences, un honneur considérable. L'Académie est la plus haute société scientifique du pays. On n'y postule pas, on est élu par ses membres. Elle est censée représenter l'apogée d'une carrière pour les scientifiques américains. Feynman assiste à quelques réunions et comprend la véritable nature des activités de l'Académie nationale. À ses yeux, la principale activité de l'Académie consiste à se réunir dans une salle et à voter pour déterminer quels scientifiques sont dignes d'y entrer. Cela vous rappelle quelque chose? Il démissionne. Il écrit une lettre. Il explique clairement à l'Académie que leur principale occupation est de décider qui accepte de nouveaux membres. Ce genre de travail ne l'intéresse pas. Il signe la lettre, il l'envoie, il ne revient jamais. Même schéma, même homme. 30 ans d'écart. Le garçon de 16 ans du Queens et le professeur de 40 ans de Caltech sont une seule et même personne, observant le même rituel, prenant la même décision. Et voici le filtre qu'utilisait Feynman, le même à chaque fois. Il posait une seule question concernant chaque honneur, chaque club, chaque titre qui lui était proposé. Que fait réellement ce groupe lorsqu'il se réunit? Pas ce qu'il prétend faire, pas ce qui est écrit sur son papier à en tête. Que fait-il réellement? Arista se réunissait pour voter sur les nouveaux membres à accepter. L'Académie nationale se réunissait pour voter sur les nouveaux membres à accepter. La réponse était toujours la même. Le groupe existait pour se maintenir. Le travail avait quitté les lieux depuis longtemps. C'est ce filtre qu'il a appliqué de ses 16 à ses 69 ans. Une seule question. Que fait réellement ce groupe une fois les portes fermées? Ainsi, lorsque le téléphone sonne à 3h45 du matin en 1965, Feynman a déjà refusé des honneurs pendant 30 ans. Il a refusé des doctorats honorifiques de Columbia, de Chicago, d'institutions de tout le pays. Il a quitté des académies, il a démissionné de clubs, son casier judiciaire est vierge. Et maintenant, l'Académie suédoise est à l'autre bout du fil. Voici ce qui s'est réellement passé après cet appel de 3h45. Il essaie de se rendormir. Impossible. Le téléphone sonne encore et encore. Sa femme, Gwyneth, lui annonce que la nouvelle est déjà passée à la radio. Il n'y a plus moyen de refuser en privé. Le monde entier est au courant. Il appelle Lee Dubridge, le président de Caltech. Il lui dit qu'il veut refuser. Et Dubridge lui pose une question qui change tout. Il lui dit « Richard, si vous refusez le prix Nobel, que pensez-vous qu'il va se passer ensuite? Vous deviendrez l'homme qui a refusé le Nobel. Tous les journalistes du pays appelleront. Tous les journaux feront la une. Vous ne pourrez pas travailler pendant 1 an. Acceptez, dit Dubridge, est en réalité la voix la plus discrète. Feynman y réfléchit et il accepte. Décembre arrive. Il s'envole pour Stockholm. Smoking, médaille, appareil photo. Or, un détail souvent négligé mérite notre attention, la liste des invités. Un lauréat du prix Nobel est autorisé à inviter des personnes à la semaine des festivités. La plupart des lauréats remplissent leur liste de dignitaires, de chefs de département, de recteurs d'université, de sénateurs, de donateurs, de sponsors. C'est une mise en scène. La liste de Feynman était courte, sa famille et quelques amis de Caltech, sa femme, sa sœur Joanne, quelques collègues, c'est tout. Pas de recteur d'université, pas de sénateur, pas de mise en scène. Cet homme vous dit, par sa liste d'invités, exactement ce qu'il vous dira plus tard de vive voix. Ce n'est pas une célébration pour le monde entier. C'est un dîner avec les personnes qui comptent vraiment pour moi. Et puis, il y a le banquet lui-même. Au banquet Nobel, Feynman est assis à côté d'une princesse du Danemark. Elle lui demande sur quoi il travaille. Il lui explique. Il explique l'électrodynamique quantique aussi simplement que possible, aussi simplement que peut l'être un homme sur le point de recevoir le prix. Elle le regarde, elle dit « Oh, mais personne ne comprend ça, alors on ne peut pas en parler. »
Et Feynman, au beau milieu du dîner le plus prestigieux de sa carrière, entouré de têtes couronnées, de ministres et de lauréats, répond par une phrase qui en dit long sur lui. Il dit « Au contraire, c'est justement parce que quelqu'un en sait quelque chose que nous ne pouvons pas parler de musique. Ce sont les choses dont personne ne sait rien que nous pouvons discuter. Relisez bien, c'est justement parce que quelqu'un en sait quelque chose que nous ne pouvons pas en parler. » Il disait « Parler de la pluie et du beau temps, de la famille, de choses futiles, d'accord, mais faire étalage d'une expertise que nous n'avons pas, prétendre être savant sur un sujet que personne à table ne comprend vraiment, c'est à ce jeu-là qu'il a refusé de jouer au banquet Nobel devant une princesse. » Et cette phrase résume parfaitement ce que Feynman pensait de la cérémonie des Nobel, toute une industrie de gens qui s'attribuent des médailles pour cette performance sans en avoir les compétences. C'est là que la plupart des vidéos sur Feynman s'arrêtent. Au Génie Bougon, lors de ce dîner mondain, refusant de jouer le jeu, Feynman a gagné. Mais s'arrêter là, c'est passer à côté de l'essentiel. Car la version authentique de l'histoire réserve une autre surprise. Et c'est cette surprise qui distingue les spectateurs avertis des spectateurs occasionnels. Le prix Nobel, celui qu'il qualifiait d'inutile, lui a offert quelque chose qu'il n'aurait jamais eu sans lui, une tribune. Avant 1965, Richard Feynman était un physicien respecté par ses pairs, célèbre dans son domaine, inconnu du grand public. Après, en 1965, il était une célébrité et il s'en est servi. 16 ans plus tard, lorsqu'il déclara à la BBC « Ces honneurs me semblent irréels », le monde entier l'écoutait car c'était un lauréat du prix Nobel qui s'exprimait. 21 ans plus tard, il siégeait à la commission Rogers sur la catastrophe de Challenger et un événement vint confirmer en direct la théorie du mégaphone. La commission comptait 13 membres, généraux, sénateurs, administrateurs. Ses dirigeants souhaitaient une enquête discrète, contrôlée et institutionnelle. Feynman fit tout le contraire. Il prit une petite pince en C, comprima le joint torique dans un verre d'eau glacée et montra aux caméras que le froid avait endommagé le joint. 73 secondes après le décollage, 7 personnes étaient mortes. La cause ? Ce petit joint bon marché dont personne ne voulait parler. Le pays tout entier était captivé, car l'homme qui avait fait cette découverte portait la médaille Nobel. Sans elle, il n'aurait été qu'un professeur retraité avec une théorie. Avec elle, il était devenu un homme que les caméras ne pouvaient détacher de leur regard. Voici donc la vérité, toute la vérité. Feynman pensait que le prix était inutile pour juger son travail. Le travail avait été accompli avec ou sans médaille. Le tableau noir l'avait prouvé 17 ans avant même l'arrivée de la moindre enveloppe suédoise. C'est sur ce tableau qu'il avait lutté contre l'infini pendant 2 ans, à la fin des années 40, qu'il avait dessiné des diagrammes inédits, qu'il avait élaboré une méthode devenue le langage visuel standard de la physique des particules. Chaque étudiant de 3e cycle l'apprend, chaque physicien l'utilise. Mais voici le point crucial. Le prix lui servait de tribune. Il lui offrait une voie qui dépassait son département, son campus, son domaine, pour toucher le monde entier. Il ne désirait pas les honneurs. Il utilisait le mégaphone. C'est cette nuance que la plupart des conteurs oublient. Il n'était pas contre le Nobel. Il était contre l'idée que le Nobel était l'essentiel. L'essentiel, c'était le travail. La médaille n'était qu'un outil. Alors, pourquoi tout cela vous importe-t-il ? Vous n'avez pas cliqué sur cette vidéo pour écouter un cours de physique. Vous avez cliqué parce que le titre a touché une corde sensible en vous. Vous avez passé des années à voir les mauvaises personnes obtenir les postes à responsabilité dans votre entreprise. Vous avez vu des personnes surdiplômées être promues au détriment de celles qui résolvaient réellement les problèmes. Vous avez assisté à des réunions où le CV le plus impressionnant a prévalu sur les meilleures idées. Vous avez contemplé des profils bardés de certifications, de badges et de prix de leadership en vous demandant « Est-ce que tout cela reflète la personne qui accomplit réellement le travail ?» Ce système n'est pas le fruit du hasard. Quelqu'un l'a construit. Quelqu'un a décidé que les médailles comptaient plus que le travail. Quelqu'un a décidé qu'un comité à Stockholm pouvait juger de la valeur réelle ou fictive d'une carrière. Et cette même machinerie dirige votre entreprise, votre secteur, votre vie. Ce sont ceux qui portent les épaulettes qui ont établi les règles. Bien sûr, les règles récompensent les épaulettes. Feynman a consacré sa vie à répondre à cette question. Et sa réponse, en une phrase, était la suivante. Les épaulettes ne font pas l'homme. La promotion ne fait pas l'ingénieur.
La médaille ne fait pas le scientifique. Le titre sur la porte ne fait pas le leader. L'apparence est dissociée du travail. Et une fois que vous comprenez cette dissociation, vous avez hérité de l'essentiel. C'est le père de Feynman qui lui a transmis ce qui l'a poussé à quitter Arista à 16 ans, à démissionner de l'Académie nationale à 40 ans et à presque refuser le Nobel à 47 ans. C'est une forme de lucidité. Une fois qu'on l'a acquise, tout le monde du prestige paraît différent. On voit le collègue bardé de diplômes incapable de résoudre un problème élémentaire. On voit le cadre au diplôme prestigieux dont les décisions mènent sa division à la faillite. On voit le conférencier dont la seule expertise se résume à y avoir déjà participé. Et juste à côté, on voit la personne discrète qui, elle, comprend vraiment le travail. Celle qui ne se vante pas. Celle qui n'a probablement pas de récompense. Celle dont les courriels restent sans réponse tandis que la personne extravertie est promue. Vous observez cela depuis 20 ans, peut-être 30. Feynman l'a vu aussi. La différence, c'est qu'il l'a dit à voix haute. Il y avait une phrase que Feynman répétait sans cesse, dans les interviews, les conférences, les lettres privées. Pendant les 20 dernières années de sa vie, chaque fois qu'on lui posait la question « Pour les récompenses », répétait-il, en substance, « J'ai déjà reçu le prix. Le prix, c'est le plaisir de la découverte. Pas la médaille, pas le banquet, pas le discours. Le prix lui-même, l'instant où l'on voit quelque chose d'inédit, l'instant où l'équation se résout, l'instant où le problème si tenace se dévoile enfin. Voilà le prix. Voilà ce qu'il a toujours été. L'Académie suédoise vient de lui envoyer une médaille avec 17 ans de retard pour une découverte qu'il avait déjà payée intégralement. En 1948, seul devant un tableau noir, la nuit où il a eu cette révélation. Tout le reste n'était que prestige. Mais le refus de Feynman de se prêter au jeu des récompenses n'était pas son seul combat. Il y avait une autre règle scientifique, une règle que chaque université, chaque revue, chaque professeur suit encore aujourd'hui et qu'il qualifiait de supercherie encore plus grande que le Nobel lui-même. Et lorsqu'il l'a prouvée, ce n'était pas en Suède. C'était dans une salle remplie de ceux qui avaient inventé cette règle.